Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La Diaspora, votre rendez-vous incontournable où les idées se croisent, les parcours s'en relancent et les personnalités se dévoilent. Ce soir, fidèles téléspectateurs, dans cette émission La Diaspora, nous allons recevoir M. Raphaël Pomé. M. Raphaël Pomé, c'est vraiment une figure incontournable de la presse. Il est directeur de l'association Le Peuple et puis qui est aussi son journal que lui-même il a créé. Et puis, Monsieur Raphaël, il a travaillé aussi comme chef des projets en 2021 et 2022 à Monatan. Et puis, Monsieur Raphaël, il a aussi également travaillé comme rédacteur en chef Vaud. Il a travaillé comme rédacteur en chef adjoint aussi à Lausanne Vaud, toujours en Suisse. Et puis, Monsieur Raphaël, il est rédacteur en chef de ce journal dont je venais de vous dire tout à l'heure. Ça s'appelle Le Peuple. Et puis, il a aussi travaillé également comme chargé de la communication de la police municipale de Lausanne. C'est lui qui est notre invité dans cette émission La Diaspora, fidèles téléspectateurs. Si nous avons voulu inviter cette grande personnalité, moi je le dis comme ça, parce qu'il a vraiment je peux dire un parcours très enrichissant. C'est pour parler de cette problématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la diaspora africaine concernant, je peux dire, tout ce qui se passe. Dernièrement, vous avez quand même suivi qu'il y a eu un Africain qui était décédé aux locaux de la police. Et puis, il y a eu aussi un adolescent qui était aussi décédé toujours dans des circonstances non inconnues, raison pour laquelle nous sommes venus recevoir M. Raphaël Pomé pour que nous puissions parler avec lui concernant cette problématique. M. Raphaël Pomé, bonjour et bienvenue dans notre émission La Diaspora. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu très positivement pour que nous puissions parler dans cette émission La Diaspora parce que comme je venais de vous présenter tout à l'heure, vous avez vraiment, je peux dire, un CV très riche, mais là aujourd'hui nous vous recevons pas tout simplement parce que vous êtes directeur de ce grand journal qui s'appelle Le Peuple, mais là nous vous recevons parce que vous avez travaillé comme chargé de la communication de la police de Lausanne et pour que vous puissiez quand même répondre à beaucoup de questions que comment dirais-je, la diaspora africaine a toujours demandé. Alors, M. Raphaël, avant d'entrer dans le vif de notre entretien, je souhaiterais d'abord que vous puissiez d'abord nous dire brièvement votre carrière, comment vous avez vos débuts, c'était comment, comme ça nous allons aussi maintenant entrer dans le vif de notre émission, parce qu'on ne peut pas passer comme ça, et surtout que vous avez tout un CV rempli de tout ce que vous avez pu travailler dans le monde journalistique. Bon, effectivement, le journalisme en Suisse est quand même assez sinistré. Hein. Les journaux ferment. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs journaux qui ont fermé, comme la plupart des journalistes de la région. Mais je suis entré dans ce monde-là. En fait, je suis philosophe. C'est ce que j'étudiais à l'université. Et puis, il fallait bien gagner sa vie. Et donc, j'ai commencé à faire des articles à gauche, à droite, jusqu'à m'installer dans une rédaction. Et donc j'ai fait ce travail de journaliste, j'ai débuté dans ce milieu en même temps que je finissais mes études. Et puis de fil en aiguille jusqu'en 2016, 2015-2016, je travaillais dans des journaux classiques, disons. Et après j'ai effectivement eu ces quelques années où j'ai été chargé de communication. Un parmi d'autres, hein, j'étais pas seul, de la police municipale de Lausanne. Vous travaillez en équipe, vous étiez combien dans cette structure dont vous avez travaillé comme chargé de communication de la police Lausanne? Alors ça devait être une équipe de 5 ou 6 en général, mais des gens qui répondaient à la presse. Il y avait 3 responsables, je dirais, principaux, parmi lesquels je figurais. Et puis il y avait aussi, parce qu'il y a des situations d'urgence, forcément la police, il y avait aussi des gens qui répondaient le soir, les week-ends. Alors nous on faisait souvent ça, mais on pouvait quand même pas le faire une semaine sur 3. Donc il y avait d'autres, souvent des policiers, qui faisaient aussi partie d'un groupe un peu plus élargi pour les situations d'urgence. Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous avez fait vos études comme philosophe. Comment avez-vous opté pour venir travailler dans le journalisme? J'aime écrire, et puis il y avait une curiosité. Moi, c'est ma nature d'être assez curieux. Souvent ce qui m'intéressait, c'est que j'allais donner la parole à des gens qui étaient vraiment en désaccord, et moi j'étais sûr qu'il y avait une des deux personnes, je serais parfaitement d'accord avec ce qu'elle me dirait, et ce qui m'intéressait, c'était de voir que je comprenais la logique des deux, et c'était la possibilité d'entrer dans 2 modes de pensée complètement différents,
Et donc il y avait ça à travers la philosophie, parce qu'on passe d'un philosophe à l'autre, parfois ils sont très en désaccord entre eux, et à travers le journalisme, on poursuivait ça souvent sur des questions plus politiques. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement pour que nous puissions parler avec vous concernant le métier dont vous avez évolué au sein de la police. Monsieur Raphaël, quel a été exactement votre rôle en tant que chargé des communications de la police municipale de Lausanne? Quel a été votre rôle? Alors il y a plusieurs facettes à ce métier. Il y a les situations d'urgence, par exemple s'il y a un accident, oui. Il s'agit de rassurer la population. Dire c'est un accident, c'est pas un attentat ou des choses comme ça. Donc il y a déjà ces choses-là. Après il y a le recrutement. Les personnes qui font la communication vont essayer, par exemple, se dire mais là on aimerait avoir un peu plus des profils un peu différents, donc on va faire un recrutement plutôt axé vers ces personnes-là ou ça. Donc il y avait ces différences. Et puis bon, on répond à la presse par définition. Yeah. Répondre à la presse quand on travaille pour la police, c'est le journaliste qui dit oh, j'ai vu une voiture de police là, ils sont sortis, ils sont allés acheter des pizzas, est-ce qu'ils ont le droit? C'est ça. Donc c'est des choses comme ça, mais c'est aussi faire de la politique. C'est-à-dire que c'est aussi parfois, on sait qu'il y aura une question très politisée sur le travail de la police, et nous on doit dire pourquoi la police fait le travail de telle ou telle manière. Souvent le fait que la police applique le droit, déjà ça fait, il y a des gens qui vont dire c'est un scandale, j'ai vu les policiers faire ça, et en fait les policiers font ce que la loi exige d'eux. Donc c'est-à-dire, essayez un peu de comprendre quand vous dites que vous répondiez au message, et puis s'il y a un accident, vous amadouez la population, donc c'était en quelque sorte, c'est-à-dire vous amadouez la population, ou soit si quelque chose, vous ne le dites pas tel qu'ils se doivent, ou soit vous cachez quand même une certaine vérité, sans pour autant relayer les faits comme... Non, alors on ne va pas mentir, la police ne ment pas sur ce qui s'est passé. Notre rôle de chargé de communication, c'est de dire la vérité, mais après on ne peut pas dire toute la vérité parce qu'il y a une instruction. Il y a une instruction de la justice. S'il y a telle ou telle situation, la justice, on communique sous l'autorité en fait, du ministère public. C'est-à-dire que ce n'est pas la police seule qui décide ce qu'elle va communiquer. Par exemple, s'il y a un accident mortel, il y a une enquête qui est lancée, à ce moment-là on communique sous l'autorité d'un procureur. Donc ce n'est pas la police qui décide tout. Il s'agit aussi il y a les enjeux de police, de dire combien de policiers ont été engagés sur la situation. Et puis après, il y a aussi, par exemple, s'il y a un appel à témoins, faire ou pas un appel à témoins, ça c'est des choses qui se discutent avec la justice. Mais quand vous dites que la police, c'est-à-dire, si les téléspectateurs aussi voudront comprendre, est-ce que quand vous dites qu'il y a d'autres histoires qui se disent, donc c'est-à-dire apparemment comme s'il y a d'autres qui est caché. Donc, vous ne dites pas vraiment la vérité. Donc, par exemple, je donne un exemple comme le Nigérien qui était décédé dans les locaux de la police, parce que c'est resté jusqu'à nos jours de suspense, tout ça. Donc, c'est-à-dire, à cette époque-là, si vous étiez encore chargé des communications, c'est-à-dire, il y a d'autres histoires, vous pouvez les relayer, mais avec beaucoup de réserves. Oui, vous devez dire... Vous devez dire ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas dire que la personne n'est pas décédée si elle est décédée. Vous ne pouvez pas enjoliver ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas possible parce que le mensonge sera toujours connu. Mais après, il s'agit de donner les éléments que la population doit savoir à ce moment-là, mais sans que ça nuise à l'enquête. Je vous prends un exemple sur autre chose. Si vous avez quelqu'un qui enlève, je ne sais pas, une fillette, d'accord. Et vous devez communiquer pour dire qu'il y a un enlèvement, que la personne est recherchée et tout ça. Vous ne pouvez pas forcément dire « Ah, mais on pense qu'elle est dans ce village » parce qu'après ça, la personne, peut-être elle aussi lit le journal et se dit « Ah, il faut que je change de village », alors qu'on pense que c'est là qu'on a une chance de l'avoir, de l'arrêter pour sauver une vie. Donc c'est pour ça que la communication, c'est pas juste... Elle est restreinte. Elle est restreinte pour des raisons opérationnelles, souvent. Pour que la police puisse, pour que la justice, parfois aussi, puisse faire son travail. Donc c'est pas la police qui décide seule dans son coin, mais c'est vrai qu'on voit la police et on voit pas la justice. Et on voit pas les implications que ça peut avoir après, peut-être pour sauver des vies. Alors dans le cas que vous mentionnez, bon, moi j'étais pas là, j'ai pas d'informations spéciales parce que je travaille plus, je travaille plus là-dedans. Mais typiquement une affaire comme ça, la justice surveille de très près ce qui sera dit pour pas nuire à l'enquête, pour que l'enquête puisse être vraiment juste. C'est certainement ça. D'accord, mais aujourd'hui, pourquoi alors la communication est-elle devenue si importante pour une institution comme la police? Quoi?
Bah parce qu'il y a Parce des... qu'elle-même, c'est déjà l'État, la police, c'est voilà, une grande institution. Pourquoi insérer la communication dedans? Pourquoi la communication est devenue importante? Bon, parce que déjà, la situation a changé par rapport à il y a 40 ans. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre une photo de la police et dire pourquoi la police a fait ça, j'ai vu, regardez, j'ai pris la photo, j'envoie chez 20 minutes ou à quel autre journal. Donc les gens se posent beaucoup plus de questions. En fait, les gens, ça c'est notre société, les gens questionnent beaucoup plus l'autorité aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ce qui n'est pas forcément mal, hein, mais ça veut dire aussi que la police doit faire comprendre son travail, pourquoi elle travaille de telle ou telle manière. Après, parfois la police, typiquement les questions de recrutement, c'est des questions importantes parce que quand elle fait une campagne de recrutement, elle donne aussi un message. Elle dit aussi, mais regardez, vous pouvez être comme ça et travailler chez nous. Donc il y a des enjeux presque politiques derrière la communication. Mais les recrutements sont basés sur quels critères? Les recrutements de la police Alors, sont basés sur quels Il y critères? a des critères d'âge, il y a des critères de casier judiciaire, il y a des critères de nationalité, de formation. La personne doit, par exemple, avoir fini une formation, elle peut être de différents ordres, mais la personne, c'est pas la toute première chose qu'elle fait en général. Donc elle doit savoir faire Par exemple, déjà avoir un autre chose, CFC, ouais. par exemple, avoir un Travailler CFC, déjà voilà. dans un autre domaine, C'est ça, et avoir tout déjà ça, et un après, papier, voilà. oui, après il peut être recruté comme agent de police, c'est ça? Alors il fait une école, hein. La personne fait une école Oui. qui est à Savatan, et donc ça c'est une autre formation. Mais effectivement il y a des tests, après déjà il y a des tests pour pouvoir aller faire cette école, c'est des tests psychologiques, c'est des tests physiques et des choses comme ça. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez chargé des communications, sentez-vous quand même une certaine mépris entre les gens de l'ordre avec la jeunesse? Est-ce que vous avez senti ça? Mais bon, alors la police, ça c'est vrai que de toute façon chez nous, il y a toujours eu des choses, il y a des chansons contre la police il y a 80 ans, donc là il n'y a rien de nouveau. Mais Pourquoi cette méfiance en fait? parce que c'est l'ordre, et puis parce qu'on sommes, je pense, une civilisation, une société qui aime plus beaucoup l'ordre, hein. Voilà. Oui, il y a des choses qui ont changé en Europe, je crois. Mais pas forcément en Suisse, ça n'a pas commencé en Suisse. Non. Mais l'esprit de mai 68, l'esprit de... Oui, mais là je prends peut-être le cas de la France. Oui, c'est ça. Parce que nous suivons tous, on est journalistes, nous suivons la télé, on regarde aussi des informations avec d'autres confrères, comment ça se passe dans d'autres sièges. Cette méfiance, dès que les jeunes voient la police débarquer dans leur quartier, c'est la chasse, aux sorcières. Oui, c'est ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, moi quand je travaillais à la police, on a, je sais pas, on est allé dans tel ou tel quartier à Lausanne, visiter le studio où des jeunes enregistraient leurs disques de rap. On a fait ça, on a fait des ouvertures de trucs de street workout, là, de parcours, enfin des choses comme ça. Donc on pouvait, la police de proximité, c'est possible, on n'est pas condamné. Alors malheureusement la situation aujourd'hui est dure, mais j'ai vu des situations qui étaient saines, qui étaient sympathiques. J'avais un collègue qui était très actif pour rencontrer les minorités, qui allait dans des soirées, des choses comme ça. Il était bien accueilli. Alors, on lui posait des questions, mais ça c'est normal. On disait, ah mais pourquoi la police elle fait comme ça, ça. Mais c'est la même chose avec les journalistes. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui ce n'est plus comme avant, donc vous y pensez que les choses ont changé plutôt par rapport à l'époque où vous étiez? Oui. Les choses, si ça a changé comment? Bah, ça a changé avec moins de proximité pour moi. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui sont des spécialistes de la proximité à la police de Lausanne. Mais ce que je vois, alors là j'ai pas d'autres informations que celles du public, mais je vois qu'on a fermé des postes de quartier. Je vois qu'on avait une division qui s'appelait proximité, partenariat et multiculturalité. Elle n'existe plus, elle a fusionné avec... Elle s'occupait de quoi cette... Bah, c'était la division qui était dans les quartiers, notamment, qui occupait ces postes de quartier dont je parlais. Et puis c'était une des autres formations, c'était une autre approche de la police, si on veut. Et puis bon, là il y a eu... alors je peux pas juger, est-ce que c'était une bonne chose ou pas, je sais pas. S'il y avait d'autres impératifs. Mais en tout cas en termes de proximité, moi je trouvais que c'était bien. Est-ce que, monsieur Raphaël Pomé, aujourd'hui, vous pouvez quand même dire que la politique a une mainmise sur la police aujourd'hui?
Oui, oui, moi ça c'est une réalité de fait, hein. Moi j'ai des policiers, d'anciens collègues qui m'ont raconté que donc une fois par année il y a la sermentation, il y a le moment où on va présenter les nouveaux policiers. Et c'est la politique qui fait ça, c'est l'autorité politique qui présente, c'est un moment solennel, on présente les nouveaux agents de la ville de Lausanne. Et là, le syndic dit, il donne vraiment les chiffres. Alors sur cette place, maintenant il y aura 3 policiers, maintenant il y en aura 4, etc. Et la police elle-même ignorait ça, donc elle est mise devant le fait accompli. Donc ça montre à quel point la politique gouverne bas. Normalement, il y a un commandant qui met en... En fait, il y a le politique qui dit le quoi, voilà ce que je veux, et la police, la hiérarchie dit le comment. Et aujourd'hui, il y a cette espèce de tampon qu'il y avait au sommet de la police. Moi, je pense qu'il est plus faible aujourd'hui. Est-ce que les nominations, peut-être pour le cadre, c'est qui gouvernent des villes, qui gouvernent des entités, ce sont les politiciens qui ont la mise pour la nomination de ces personnalités, ou bien c'est juste à titre de valeur? Non, non, c'est la politique. Oui, oui. On a des dossiers où je sais quels étaient les dossiers, et puis tel ou tel dossier plaisait plus à l'autorité politique, voilà, c'est celui-là. Donc si vous n'êtes pas de leur obédience, allez, on vous fait chuter, c'est ça? Bon, non, je dirais pas, c'est pas une question de sensibilité politique, c'est plutôt une question de sensibilité opérationnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit qu'avec lui, si on dit, mais moi je veux plus de policiers là, il va dire d'accord monsieur le syndic ou monsieur le directeur, ou est-ce qu'il va dire non, non, est-ce qu'il va résister? C'est plutôt la docilité à mon avis. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs de la chaîne des références Antenne A. Comprenez que nous avons reçu monsieur Raphaël Pomé, journaliste, rédacteur en chef du journal Le Peuple. Et là, nous le recevons et il est aussi écrivain. Je pense que les prochains numéros, nous allons parler de son livre qu'il a écrit. Et là, nous sommes focalisés juste à la mission spécifique qu'il a travaillé comme chargé de communication de la police municipale de Lausanne. Nous continuons avec lui dans cette même ordre d'idées. Monsieur Raphaël, à qui s'adressait principalement votre communication à cette époque-là? Est-ce que ça s'adressait aux citoyens? Et ça s'adressait aux médias, ou ça s'adressait aux institutions? Ça dépend quel type de communication. Quand j'étais à la police, par exemple, on a ouvert Facebook, qui n'existait pas. Donc Facebook a été ouvert à votre... Le Facebook de la police, c'était mon projet, c'était un des projets pour lesquels j'ai été... Qu'est-ce que vous faisiez avec ces Facebook-là? Il s'agissait par exemple de mettre en avant, par exemple, les interactions positives avec la population, ou de dire venez nous trouver là, on aura une manifestation là, venez rencontrer la police. Des choses comme ça. Alors ça, c'est directement pour la population. Donc c'est vous qui avez instauré ça? Alors ça avait été décidé en amont, mais j'ai été l'exécutant. C'est vous qui avez exécuté, donc le projet venait de vous? J'ai finalisé le projet, mais il a été lancé par d'autres... par d'autres personnes. Voilà. Et puis après, il y a la communication avec les journaux. Hein. Ça, on ne se rend pas compte, mais les journaux, parfois, se posent des questions. On répondait comme très souvent à des journaux. Alors parfois, il y a un accident, ça a fait peur aux gens, le journaliste a vu l'accident, il nous demande pourquoi il y a eu cet accident, des choses comme ça. Mais parfois, ça peut être des questions beaucoup plus profondes, des questions qui remettent presque en question même les lois, parfois. Parce que souvent, les gens sont surpris de découvrir telle ou telle chose, mais en fait, c'est juste la loi. Ça arrive souvent. Mais il y a d'autres qui disent que je ne peux pas, quand ils voient comment le Facebook de la police, il dit bon, je ne peux pas me connecter là-bas parce que si je me connecte directement, je serai pourchassé, je serai poursuivi, ils vont commencer à suivre à la loupe tout ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tant que la personne qui a conçu cette idée, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui se méfient? Peut-être que ça serait aussi, aussi un canal pour lequel les gens doivent avoir des informations fiables là-bas, de la police. Mais les gens se méfient de temps. C'était pas du tout un organe de surveillance, non, c'était pas un organe de contrôle de la population. Par contre, à l'inverse, on avait parfois des gens qui auraient eu peur de parler avec un policier dans la rue, qui auraient eu peur de je sais pas quoi, et qui par Facebook nous disaient... Oui, regarde aussi la caméra. Pardon, et qui me disaient aussi, mais écoute, j'avais des gens qui nous disaient, ils ne savaient pas qui était derrière la combine, mais on avait des gens qui nous disaient, écoutez, moi je sors du train tous les soirs, et puis j'ai des gens qui m'embêtent, par exemple des dames qui se faisaient embêter quand elles sortaient du train, et elles nous disaient ça, sur Facebook, et ça nous permettait après effectivement de répondre à la situation. Donc vous répondez d'une manière spontanée?
Ah bah non, non, parce Ça que... prenait, dès que vous recevez les messages, pour répondre à de tels messages, combien de temps vous prenez pour répondre? Bah, en fait, c'est pas le temps en termes de... Ça peut être 30 minutes comme ça peut être 3 jours, il s'agit d'avoir l'information. Oui. Et donc, par exemple, si on a une situation problématique mais qui est répétée, Oui. on a besoin d'avoir auprès du responsable, du capitaine ou que sais-je, on a besoin de savoir est-ce qu'on a déjà quelque chose qui a été mis en place, est-ce qu'on a déjà des agents, est-ce qu'on a déjà renforcé la présence ou toutes ces choses-là. On va pas juste communiquer sorti du chapeau, quoi. Ouais. C'est pas comme ça. Voilà. Mais quel a été votre objectif principal quand vous prenez la parole au nom de la police? Bah, ça dépend des situations, ça dépend, ça peut être rassurer la population. Hein. Moi j'ai commencé en 2016, il faut voir qu'en 2016 on a le contexte encore on a des attentats, pas chez nous, mais, mais tout le monde a peur des attentats qui ont lieu partout. Ouais. Et ça veut dire que dès qu'il y a un accident, puis, c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent, bah, dès qu'il y a un accident, les gens ont peur d'un attentat. Donc déjà, il faut rassurer les gens. Ouais. De dire non, vous avez pas... Enfin voilà. Donc ça peut être de rassurer les gens. Mais ça peut être aussi de faire comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel... dispositif, des choses comme ça. Mais qui validait tout le message diffusé par votre service? Qui validait? Bah, ça dépend. Ça dépend quel message. Si c'est un message, s'il y a une enquête, bah, c'est la justice, donc c'est le procureur qui valide. Et puis si c'est par exemple, si c'est pour dire on va présenter tel ou tel travail de la police, bah, si on présente le travail du groupe accident, bah, ça va être le responsable de ce groupe-là. Si on présente les troupes d'intervention un peu spéciales, on va s'en référer au responsable de ce groupe-là. Ça dépend. Ça dépend vraiment le type de message, quoi. Il n'y a pas une réponse noir ou blanc. Mais à l'époque où vous étiez communicateur, comment la police municipale réagissait en cas d'incident grave ou de crise? Elle réagissait comment? Bah, déjà, elle réagit calmement. C'est une chose que moi j'ai découvert. C'est calmement. Non, calmement. Ah, calmement. C'est-à-dire qu'on prenait le temps. On prenait le temps d'évaluer la situation, on prenait le temps. C'était très cadré. Hein. La situation d'urgence était toujours très cadrée. Donc, c'est-à-dire que alors, je peux pas dire tout, hein, évidemment, parce qu'il y a quand même... mais disons qu'on... Mais pourquoi vous pouvez pas dire tout? Il y a quand même des secrets. Il y a d'autres secrets. Oui, si vous avez un ancien militaire qui vous parle, il va pas vous dire tout. Il va pas vous dire tout comment ça se passe. Hein. Mais non, mais ça se règle calmement. L'idée, c'est d'avoir autour de la table des gens qui ont différents regards. Par exemple, la personne qui parle aux journaux, ben évidemment, il va dire « Ah, mais moi, si je dois communiquer à la presse, moi, j'ai cet enjeu-là. » Et si c'est une personne qui est responsable de la circulation, elle doit dire bah, « Si on doit mettre tel ou tel dispositif, moi, il faut qu'on puisse circuler par l'autre côté. » Donc, il y a plein de regards différents sur un seul petit objet, parfois. Et puis après, bah, il y a d'autres... il y a tout ce qui vient de l'extérieur. Hein. Si vous avez les journalistes qui vous appellent toutes les 2 minutes ou s'ils ne vous appellent pas, ça change la manière dont on va gérer la situation. Et quand les journalistes vous appellent toutes les 2 minutes, comment vous faites alors? Les journalistes sont les bienvenus au niveau de la police, ou bien les journalistes, des fois, ils ne sont pas les bienvenus? Bah, les journalistes, ils font leur métier. Hein. J'allais pas être désagréable avec des gens parce qu'ils faisaient le travail que je faisais une année auparavant. Par contre, effectivement, il y a des fois, on peut dire, écoute, je peux pas te répondre. Ou même parfois, on va dire, mais écoute, si tu communiques, il y a peut-être une vie en danger si tu écris cet article-là. Et ça, c'est important. C'est pas juste faire un bel article ou tout ça. Si on est, j'imagine, hein, rien à voir avec mon expérience, mais si on est sur le point d'arrêter quelqu'un qui est très dangereux, qui a fait quelque chose de très grave, et qu'on sait que si l'article sort, on ne pourra pas mettre la main sur cette personne, là, la personne qui communique pour la police, elle doit dire au journaliste, écoute, je comprends ce que tu as envie de faire, mais attends 2 heures s'il te plaît, il y a des vies en danger. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais c'est des choses importantes. Donc il y a une implication opérationnelle. Mais quand vous disiez ça, est-ce que les journalistes aussi qui étaient en face de vous, ils prenaient ça facilement ou bien ils prenaient ça comme un réfi?
Ah, ça dépend lesquels. Mais bon, comme j'étais journaliste avant, les journalistes peut-être ils se disent pas traître, mais qu'il est passé de l'autre côté. Hein. Donc il faut aussi... ou alors des gens essayent... Ça arrive que des journalistes, mais ça c'est pas propre à la police, mais les journalistes quand ils sont devenus porte-parole ou chargés de communication, il y a beaucoup de leurs anciens collègues qui essayent d'utiliser une sorte de lien privilégié pour discuter avec eux, pour avoir plus d'informations. Donc il ne faut pas être naïf. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il un protocole précis pour gérer les situations d'urgence médiatique? Il y a des lois. Hein. Il y a des lois, c'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, on peut. Alors je me souviens plus par cœur, mais je sais par contre très clairement que dans un premier temps, on n'allait pas dire il s'est rien passé. On ne pouvait pas dire il s'est rien passé s'il s'est passé quelque chose, mais on allait pouvoir dire des éléments qui étaient visibles au niveau de la rue et des éléments qui étaient de nature à éviter un mouvement de panique dans la population s'il n'y avait pas de raison de paniquer, par exemple. Donc c'était cadré quand même comme type de communication. Mais c'est Raphaël, aujourd'hui, avec toute sincérité, pendant les 4 ans à la tête de cette cellule, enfin membre de la cellule. Voilà, vous étiez membre de cette cellule, quelle a été la crise la plus difficile à gérer à votre époque? En tout cas, la plus traumatique pour la police. La plus traumatique pour la police de Lausanne, c'était l'affaire Mike Ben Peter, donc qui était un décès d'un dealer en 2018. Ouais. Donc ça, c'est de toute façon, quand il y a un mort, c'est. Après, à titre. Vous avez à cette époque-là, vous étiez encore là et oui. Comment c'était passé et puis c'était traumatique comment? Bon, quand il y a un décès, c'est de toute façon traumatique pour tout le monde, pour la population, mais aussi pour les agents, enfin pour tout le monde. Après, comme c'est une affaire, je sais pas où en est l'affaire, je peux rien en dire, mais il y avait une émotion très forte dans la population, et voilà, c'était la tuile. Mais ça arrivera, enfin c'est tragique, mais ça arrivera toujours. Malheureusement, tant qu'il y aura des gens qui s'adonnent à des activités qui sont criminelles, puis qu'il y aura des policiers, il y aura des drames, quoi. La tragédie fait partie de la vie. Après, d'autres situations très difficiles, il y a les accidents mortels, hein, on ne se rend pas compte, parce que les gens aiment bien dire du mal de la police, mais faut imaginer ce que c'est quand vous avez des enfants, et que vous allez le matin et qu'il y a un enfant qui a été shooté sur le chemin de l'école et qu'il est en train de décéder. Il faut accuser ça, accuser le coup. Donc il y a les situations, les accidents mortels, oui, c'est une chose, ça c'est une chose qui marque. Et puis ça arrive quoi. Ou une fois, j'avais vu des enfants qui s'étaient fait aussi shooter sur le chemin de l'école par quelqu'un qui avait trop bu la veille et ils pensaient qu'en dormant 2 heures, ça irait. Bah non. Et ça, c'était la veille de Noël, et c'était des enfants de l'âge des miens. Et donc, même si c'est un bras cassé, vous voyez un gamin qui pleure, qui a été shooté, qui est choqué, vous n'êtes pas fait en béton, quoi. C'est des images qui vont vous poursuivre. Tout à fait. Mais s'il y a une crise, comment évitez-vous la panique ou la désinformation dans une communication, s'il y a une crise? Bon, déjà, il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais dire il ne s'est rien passé. Ça ne sert à rien. Donc, il faut avouer qu'il y a eu quand même quelque chose, mais sans pour autant entrer dans les détails. Disons, avouer, on n'est pas dans le registre de l'aveu, parce que quand une chose s'est passée, elle peut s'être passée, c'est terrible, c'est dramatique et tout ce qu'on veut, mais sans que la police soit en cause. La police a peut-être fait son travail, et puis la personne a eu un accident de santé, enfin on ne sait pas, il y a une enquête qui aura lieu. Donc on n'est pas dans écoutez, alors on a quelque chose à vous dire, on a vraiment fait tout faux. C'est pas ça, on ne sait pas, c'est la justice qui après décide ça, c'est pas entre nos mains. Par contre, effectivement, on sait que souvent quand on va communiquer sur telle ou telle situation, parce que c'est la police, les gens vont commencer par se dire que c'est la faute de la police, alors que ça peut l'être. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Mais quand les gens remettent la faute à la police, vous, tant que communicateur, qu'est-ce que vous vous dites? Voire même les agents qui travaillent pour la police, c'est surtout pour le... Ils se disent quoi? C'est dur pour les agents. Toujours la faute à la police, c'est la faute à la police. C'est dur pour les agents, c'est dur parce qu'ils sont... parce que, bon, déjà, on va les accuser parfois, même s'ils ont fait leur travail correctement.